Il est minuit 30 à Paris, 22h30 à Bamako. Afrique Soir présenté par Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Afrique Soir sur RFI. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. 24 heures après, le remaniement ministériel du gouvernement malien continue de faire grincer des dents. En cause, la nomination d'une ministre issue de la CMA. Vous entendrez sa réaction à cette polémique dans ce journal. Des tirs dans la capitale du Soudan du Sud cet après-midi. Une illustration de l'insécurité persistante dans ce pays qui doit célébrer ce samedi son 5e anniversaire de l'indépendance, mais qui reste miné par une guerre civile. Pourtant, un accord a été signé il y a presque un an. Après avoir annoncé la semaine dernière enquêter sur 2 nouveaux cas d'agression sexuelle présumés sur des mineurs en Centrafrique, l'ONU dévoile que les casques bleus soupçonnés de ces actes font partie du contingent burundais. Dans la seconde partie de cette dernière édition d'Afrique Soir, le groupe État islamique recrute des combattants au Maroc, source de préoccupation évidemment pour le royaume et pour ses alliés. Vous entendrez l'analyse d'un universitaire marocain, Mohamed Benamou, spécialiste des questions liées à la sécurité et au terrorisme. Le journal des sports, ce sera avec Antoine Grenier qui nous rejoindra dans une vingtaine de minutes. Enfin, le zapping d'appel d'actualité clôturera cette édition d'Afrique Soir. Vous écoutez la radio du monde, merci et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, au Mali, le remaniement ministériel d'hier continue de faire des vagues. Si les principaux portefeuilles restent inchangés, 9 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe et la plus remarquée est celle de Nina Wallet-Intalou, une grande militante au sein de la rébellion Touareg et membre de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Une entrée accueillie plutôt froidement par la CMA. Almouag Mohamed est un des porte-parole du mouvement. Il souligne que cette nomination a été faite sans concertation et que Nina Wallet-Intalou ne peut donc être considéré comme représentant la CMA au sein du gouvernement. La formation de ce gouvernement est un non-événement. C'est un gouvernement pour nous comme le gouvernement sortant parce qu'à aucun moment la CMA n'a été concertée officiellement pour son entrée au gouvernement. Pour vous, Nina Wallet-Intalou représente-t-elle toujours la CMA ? Au sein du gouvernement, non, Nina ne représente pas la CMA. Justement à cause de ce manque de concertation. Mais dans ce cas, est-ce que sa participation au gouvernement remet en cause son statut au sein de la CMA ? C'est pas à moi de décider cela, c'est au secrétaire général de décider cela. Et pour nous, Nina est jusqu'à preuve du contraire une camarade, une militante de la CMA. La personne de Nina même, c'est une personne bien, qui est très bien accueillie, qui est très bien cotée, en tout cas au niveau des populations de l'Azawad. Par contre, son entrée comme ça dans le gouvernement, sans concertation avec la CMA, cela quand même arrive comme une tâche sur la feuille. Almouag Mohamed, un des porte-parole de la CMA, il répondait à Laura Martel. Et sachez que la CMA a publié ce soir un communiqué insistant sur l'absence de concertation qui a eu lieu avant ce remaniement ministériel et l'entrée d'une de ses membres au gouvernement. D'ailleurs, que pense la principale intéressée, la nouvelle ministre de la polémique qui suit sa nomination ? Écoutez la réaction de Nina Wallet-Intalou. Je me suis engagée dans le gouvernement pour mieux servir l'intérêt général. Je l'ai fait de façon indépendante. Il y a un accord qui a été signé, il y a des engagements qu'il faut aussi respecter. Et je pense que le gouvernement est mieux placé pour suivre la mise en œuvre de l'accord. Donc, il était très important pour moi de rentrer dans ce gouvernement. Parce que quand on est en dehors des décisions, il est très difficile de servir l'intérêt général, je pense. Pour vous, vous y êtes aussi en tant que membre de la CMA dans ce gouvernement, non ? Non, je suis là... Si vous voulez, sur un plan, oui, et sur l'autre plan, je pense que comme c'est un engagement personnel, donc c'est pas une décision de la CMA. C'est aux autres de juger, mais moi, je pense que je suis là pour défendre l'intérêt général, surtout pour la réconciliation et la paix au niveau national. Donc, je peux apporter ma pierre quand même, je crois, dans ce sens. Nina Wallet-Intalou au micro de Laetitia Bezin. Et malgré les accords d'Alger, les violences dans le nord du Mali perdurent. Le 29 mai dernier, ce sont 5 militaires du contingent togolais de la MINUSMA qui ont été tués dans une embuscade. C'était à Sévaré. Leurs dépouilles ont été rapatriées ce vendredi dans leur pays d'origine. Le Togo qui leur a rendu hommage lors d'une cérémonie à Lomé. Reportage de notre correspondant Peter Sassou Dogbe. Les dépouilles des 5 militaires sont arrivées à la place des défilés venant de l'aéroport dans des véhicules légers de reconnaissance VLR. L'émotion était vive.
Toutes les couches de la nation étaient présentes, tous les corps de l'armée en tenue d'apparaître. Le ton grave, Faure Gnassingbé prononce l'unique discours exprimant sa fierté pour ses soldats. « Je suis fier de vous, dit-il, de l'image que vous renvoyez de notre cher Togo. » Nous restons disposés à relever les défis qui nous sont proposés pour maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières, mais aussi là où les accords nous lient et que nous respecterons. Puis, il procède à la décoration des 5 soldats à titre posthume. Il les élève au chevalier de l'ordre du Mono. La sonnerie aux morts résonne, les dépouilles repartent. Elles seront reprises par les familles qui procéderont à leur inhumation. Ils sont partis tout vaillants pour défendre la paix menacée au Mali. Ils reviennent sans vie pour dormir au milieu des leurs, désormais dans la paix. Peter Sassou Dogbe-Lomé, RFI. Alors que le Soudan du Sud s'apprête à célébrer dans la discrétion le 5e anniversaire de son indépendance, ce soir, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale, Djouba. Une nouvelle illustration du climat sécuritaire précaire qui demeure, et ce malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar au mois d'avril dernier afin de participer à un gouvernement d'union nationale. Des coups de feu alors que le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse au palais présidentiel. Laetitia Bezin. Vers 18h, heure locale, des tirs d'armes automatiques se sont fait entendre, d'abord aux alentours du palais présidentiel. Les tirs ont continué pendant une trentaine de minutes avant que le calme revienne près du palais, mais des coups de feu sporadiques se faisaient entendre encore au loin. Au même moment, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar donnaient une conférence de presse au palais présidentiel. Une conférence pendant laquelle les deux dirigeants ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait dehors, faisant référence aux tirs. Ils ont appelé au calme, un calme qui semblait être revenu aux alentours de 20h, heure locale. Ces violences dont on ignore donc pour le moment qui elles opposaient interviennent moins de 24 heures après un autre accrochage, celui d'hier soir entre deux unités des armées rivales cantonnées à Djouba. L'incident s'est produit à un checkpoint tenu par des hommes fidèles au président Salva Kiir où s'étaient présentés des ex-rebelles de Riek Machar. 5 soldats loyalistes ont trouvé la mort ce soir-là. Chaque camp indique qu'il considérait l'accrochage comme un incident isolé. Mais ces incidents ravivent les craintes d'un échec du fragile processus de paix en cours dans le pays. Le Soudan du Sud s'apprête à marquer demain sans festivité le 5e anniversaire de son indépendance. Ce samedi marque donc le 5e anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan et il n'y aura pas de célébration comme le rappelait à l'instant Laetitia Bezin. Le pays subit les conséquences désastreuses de la guerre civile qui a débuté en décembre 2013. Les combats ont provoqué une crise humanitaire. 5 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire d'urgence, ce qui représente plus d'un tiers de la population du Soudan du Sud. Et l'accord de paix signé il y a moins d'un an ne tient qu'à un fil. Les deux camps, ceux de Salva Kiir, le président, et celui de Riek Machar, le vice-président, ne trouvent pas de terrain d'entente sur plusieurs points de contentieux. Pour Daniel Booth, qui est l'envoyé spécial américain au Soudan du Sud, qui vient de visiter la région, la situation est critique et il est catégorique. Les deux hommes forts du pays ne peuvent pas se permettre de rater cette occasion. Il y a des rivalités personnelles, politiques, ethniques et il y a clairement un manque de confiance. Un des commandants de l'opposition a été assassiné il y a quelques jours à Djouba, ce qui a renforcé la crainte que les forces alignées au président Salva Kiir peuvent agir en toute impunité. De son côté, le gouvernement soupçonne l'opposition de recruter et de renforcer sa position dans la capitale en préparation de combats à venir. Donc oui, il y a un manque de confiance entre les deux parties. L'accord de paix entre les deux factions les a rassemblés au sein d'un gouvernement d'unité, certes, mais ils n'ont pas encore vraiment commencé à travailler ensemble. Et c'est problématique, parce que s'ils ne travaillent pas ensemble, cet accord de paix ne pourra pas tenir. Mais le message important ici est que le Soudan du Sud ne peut pas se permettre de rater cette deuxième chance. Il y avait un grand espoir qu'après des décennies de guerre pour l'indépendance, le pays était sur la bonne voie pour se développer, notamment avec ses revenus pétroliers. Ils ont perdu cette opportunité une première fois quand ils sont retombés dans la guerre civile en décembre 2013. Et maintenant, ils ont la chance de pouvoir redémarrer à zéro. Ils ne peuvent pas se permettre de la laisser passer. L'envoyé spécial américain au Soudan du Sud, il répondait à Alexandra Branjon.
Aujourd'hui, samedi 9 juillet, cela fait 100 jours que la Centrafrique a élu son président. Une échéance symbolique pour Faustin Archange Touadéra qui subit de plus en plus de pression. Stabilité politique, sécurité, économie, souveraineté, c'est la fin de l'état de grâce. Les Centrafricains attendent des actes. Correspondance d'Esteban Galliano. 100 jours symboliques durant lesquels le professeur président a pris ses marques et défini son style. Un style rassembleur et conciliateur très apprécié par ses concitoyens. Sur le plan diplomatique, le nouveau président a replacé la Centrafrique au sein du concert des nations. Sur le plan économique et social, la reprise est timide. Le président a signé de nombreux accords avec les partenaires pour rebâtir les bases du pays, même si une partie de l'opinion veut plus et plus vite. Question sécurité, malgré un discours ferme de la présidence et l'ouverture des consultations avec les groupes armés, il n'y a pas de grandes avancées. Selon un observateur de la vie politique du pays, le climat de tension demeure. Depuis 2 semaines, on constate une recrudescence des violences dans le centre et le nord du pays. Du côté de l'opposition, on reconnaît que la charge de travail est immense, mais que la situation exige de faire des réformes rapidement. Dans le camp présidentiel, on estime qu'il faudra du temps pour reconstruire le pays. Esteban Galliano, Bangui. RFI. Et parmi les défis qui attendent le président Touadéra pour la suite de son mandat présidentiel, stopper les violences qui perdurent dans l'ouest de la République centrafricaine. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le 12 juin, ce sont 6000 personnes qui ont fui le pays, plus précisément la région d'Ouampende. L'essentiel de ces civils en fuite a trouvé refuge au Tchad et au Cameroun. Et on reste en Centrafrique où les soldats burundais sont à nouveau pointés du doigt dans une affaire d'abus sexuels. Le porte-parole de l'ONU a annoncé jeudi que les casques bleus impliqués dans 2 nouveaux cas d'agression sexuelle présumés sur des mineurs appartenaient au contingent du Burundi. Ces nouveaux cas se seraient produits dans la région de Kémo où des abus auraient déjà été commis depuis plusieurs années par des soldats de maintien de la paix. Sébastien Nemeth. Des enquêteurs parcourent la région centrale de Kémo depuis mars dernier. Une investigation y est menée pour des cas d'abus sexuels datant de 2015, 2014 et même 2013. Les faits remontent donc jusqu'à l'époque où la mission des Nations Unies MINUSCA n'existait pas encore. Avant le 15 septembre 2014, l'opération de maintien de la paix s'appelait alors MISCA et dépendait de l'Union africaine. Cette enquête est menée par le Bureau des affaires internes de l'ONU qui a dépêché du personnel venu de l'étranger. S'ajoutent des enquêteurs venus du Gabon et du Burundi puisque ce sont leurs hommes qui occupaient la zone et selon les principes onusiens, c'est au pays contributeur de troupes de mener les investigations. 106 victimes présumées ont été interrogées, 50 témoignages additionnels sont en train d'être enregistrés. L'enquête ne devrait donc pas se finir avant plusieurs semaines. D'ailleurs, l'affaire n'est pas simple. Un pré-rapport indique qu'il existe une carence de preuves médicales, judiciaires et physiques. Or, une seconde enquête s'est greffée sur la première lorsque 2 nouveaux cas ont été signalés dans la zone en mai. Pour cette nouvelle affaire, l'ONU a indiqué au Burundi que ses soldats étaient mis en cause. Bujumbura a jusqu'à lundi pour nommer des enquêteurs nationaux. Si rien n'est fait, l'ONU utilisera les siens. L'affaire est embarrassante alors que l'ONU évoquait un envoi de 800 casques bleus burundais supplémentaires en Centrafrique au mois de septembre. Sébastien Nemeth. Direction la République démocratique du Congo, Kinshasa, où il y a une semaine étaient repêchés 6 cadavres dans la rivière Njili. Des victimes dont on ne connaît toujours pas les conditions ni les raisons de leur disparition et de leur décès. Et l'enquête a été confiée au parquet de grande instance de Matete. Les précisions de Kamanda Wakamanda Muzembe. À ce stade de l'enquête, la procureure de la République Kaondo dit ne pas être autorisée à communiquer le moindre détail sur cette affaire. Mais selon nos sources, 4 téléphones, et non pas 2, comme affirmé il y a quelques jours, 4 téléphones cellulaires donc, ont été retrouvés sur 2 des 6 cadavres repêchés dans la rivière Djili. Et chose curieuse, ces téléphones, toujours selon les mêmes sources, n'avaient pas été transmis à la justice dans les premiers jours de l'enquête. Qui avait alors intérêt à empêcher que ces pièces arrivent entre les mains de la justice? Des questions également à propos des traces de violences observées sur l'ensemble des cadavres charriés ce dimanche-là par les eaux de la rivière Njili. Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Ça m'étonne un peu. Au moment où l'enquête n'a pas encore abouti, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont les Kuruna qui sont à la base de ça. Bon, je ne sais pas où elle a eu cette information. Les ONG des droits de l'homme, dont la Voix des sans-voix et la Fondation Bill Clinton pour la paix, pensent qu'il pourrait s'agir des jeunes gens suppliciés dans un endroit où ils auraient été séquestrés. C'est pourquoi ces ONG exigent une enquête indépendante à laquelle devra être également associé le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. En Italie, un meurtre à caractère raciste fait à nouveau scandale. C'est un réfugié nigérian qui a été battu à mort à Fermo. C'est une petite ville du centre de l'Italie. Et la police a arrêté un homme présenté comme un ultra, un supporter inconditionnel de l'équipe de foot locale. Les autorités judiciaires italiennes le soupçonnent de meurtre motivé par le racisme. Dans un message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre italien Matteo Renzi a condamné ce crime. Autre réaction à droite. Le chef de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, estime lui que cette agression prouve que l'immigration doit être contrôlée. Face à ce nouveau meurtre, pour l'eurodéputée italienne Cécile Kyenge, la xénophobie qui existe en Italie est également présente au sein de la classe politique. La première responsabilité appartient à la classe politique, puisque la classe politique n'a pas su donner une réponse concrète à la lutte contre le racisme et surtout n'a pas su donner une réponse concrète pour gérer le phénomène migratoire. Ça augmente le populisme et ça augmente aussi la haine au niveau de la population, puisque ce sont les messages que les leaders politiques, et je parle de l'extrême droite, sont en train de passer dans la population juste pour gagner les élections. Donc on doit sortir de cette logique. On fait un amalgame entre réfugiés, entre les criminels. Tout ça, c'est juste pour instrumentaliser le phénomène migratoire et gagner facilement. C'est vraiment triste. L'ancienne ministre italienne Cécile Kyenge au micro de Michel Arsenault. Vous écoutez RFI, les 22h46 en temps universel. Dans la seconde partie de cette édition d'Afrique Soir, nous parlerons de sport avec Antoine Grenier qui sera avec nous dans quelques minutes. Le sport, le football, il en a aussi été question ce matin chez Juan Gomez. On fera donc le tour de vos interventions concernant la qualification de la France pour la finale de l'Euro 2016. Ce sera dans le zapping d'appel sur l'actualité. Mais tout de suite, place à l'invité. L'organisation État islamique trouve des recrues parmi les ressortissants marocains. C'est une inquiétude dans le royaume du Maroc qui a été débattue cette semaine à l'Assemblée nationale à Paris lors d'un colloque organisé autour du développement au Maroc. Il a notamment été question des questions sécuritaires ainsi que des pratiques de l'islam dans le pays. Et c'est une réunion à laquelle participait Mohamed Benamou. Cet universitaire dirige le Centre marocain des études stratégiques. Il est l'invité d'Ouda Ibrahim. Monsieur Mohamed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégiques, bonjour. Bonjour. Vous participez à un colloque autour du Maroc et à une table ronde où vous parlez religion et sécurité. Pourquoi unir les deux ? Parce que en ces temps, la question de la religion est largement introduite dans la dimension sécuritaire. Nous souffrons tous d'un phénomène terroriste qui est teinté malheureusement en ces temps par la religion et la radicalisation essentiellement. C'est pourquoi il est clair qu'aujourd'hui la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent est importante parce que donc elle a un impact négatif sur la sécurité et la stabilité dans les sociétés. Nous le savons aujourd'hui donc au Maroc, il y a un travail qui se fait pour maîtriser le champ religieux et pour maîtriser aussi donc la question de la religion. Il est clair que dans cette approche marocaine, il y a certes une réponse opérationnelle immédiate qui est une réponse sécuritaire, mais il y a aussi d'autres réponses qui s'installent dans la durée et qui peuvent apporter des réponses sur le long terme, telles que le développement humain et social, mais aussi la restructuration du champ religieux. Il y a aujourd'hui un danger très grand au Maroc. Plus de 3000 Marocains sont en Syrie et en Irak, des membres de l'État islamique ou même des chefs dans cette organisation. Comment le Maroc compte lutter contre et quels sont les dangers ? Le chiffre mérite d'être relu. Il y a essentiellement 1530 Marocains qui sont enrôlés aujourd'hui dans le groupe terroriste dit État islamique, ceux qui sont partis du Maroc. Il y a d'autres qui sont d'origine marocaine effectivement, mais qui sont des citoyens européens ou autres qui ont rejoint ce groupe. La question donc n'est pas une question donc des chiffres. Il y a malheureusement d'autres pays comparativement donc au nombre de la population qui ont fourni un nombre important. La réalité aujourd'hui donc de ces 1500 et quelques, elle est différente. Donc quelques 500 ont été tués déjà et on a enregistré le retour de plus de 270. Il y a beaucoup de femmes également.
Oui, c'est un phénomène qui s'est féminisé. C'est un phénomène aussi qui a pris donc une grande dimension familiale ou amicale. C'est aussi donc un phénomène qui traverse toutes les générations, parce que donc on trouve des jeunes et aussi donc des moins jeunes. Et c'est un phénomène qui interpelle le Maroc comme il interpelle toute la communauté internationale. Nous enregistrons aujourd'hui plus de 43 000 combattants terroristes étrangers dans cette zone, et ils sont originaires de plus de 67 pays. Donc c'est un phénomène global et international. Vous avez cité le chiffre de 270 personnes qui étaient avec l'État islamique et qui sont rentrées au Maroc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Avant, il y avait un vide juridique qui ne permettait pas de bien gérer ou de bien contrôler ces retours. Aujourd'hui, ce vide juridique a été largement comblé. Cet ennemi n'a aucun respect pour la souveraineté des États ni pour les frontières. Il utilise et exploite la globalisation et la mondialisation. C'est un ennemi commun. La réponse, donc, elle doit être commune. Le Maroc a compris que par la coopération internationale, il renforce sa position et il contribue à prévenir la sécurité et la stabilité dans les pays amis et autres. Donc nous sommes dans une logique où la coopération aujourd'hui est nécessaire essentiellement en matière de renseignement et de renseignement opérationnel. Vous avez regretté l'absence de sincérité dans vos relations avec les autres pays de Maghreb, notamment la coordination en matière de sécurité. Oui, ce qu'on déplore effectivement, donc c'est cette absence de coopération régionale au Maghreb et l'absence aussi d'une vision commune au Maghreb et malheureusement donc encore des agendas contradictoires dans cette région. On déplore que certains gouvernants dans la région du Maghreb continuent à souffrir d'une myopie stratégique et sont loin de comprendre que le monde est en train de changer. La région du Maghreb aujourd'hui est largement menacée. Nous sommes dans une nouvelle réalité et j'espère que les mutations que connaît cette zone auxquelles doivent faire face les pays de la région vont ramener certains gouvernants à la raison. Mohamed Ben Hammou, merci. C'est l'heure du journal des sports. Antoine Grenier nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Céline. En athlétisme, c'est donc un grand nom de la piste qui tire sa révérence aujourd'hui. Amim Baketiam, la Sénégalaise, championne du monde du 400 mètres en 2001, a confirmé qu'elle prenait sa retraite. À 40 ans, la sprinteuse s'était donné un dernier challenge, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Après avoir échoué à réaliser les minima et comme elle l'avait annoncé en mai dernier, elle se retire donc avec un des plus beaux palmarès de l'athlétisme africain. J'étais championne du monde, aussi troisième aussi à Paris, vice-championne, c'est-à-dire médaille de bronze à Paris 2003. Je crois qu'avec les titres de championne d'Afrique, plus cette fois championne de France aussi. Donc je crois que c'est une belle carrière, donc je me contente de ça. Oui, c'est inoubliable ce souvenir-là, Edmonton. Donc pour la première fois, une Africaine, Sénégal aussi, championne du monde, je crois que c'était un jour qu'on n'oubliera jamais dans les annales du sport sénégalais et en particulier l'Afrique. Oui, c'est un peu triste quand même, c'est un sentiment de tristesse parce que quand même c'était ma passion, l'athlétisme. C'était ma passion et puis le contact avec les milieux du sport, quand on le quitte, ça fait un peu de chagrin, mais c'est comme ça la vie, hein, donc je crois que ça a été une belle carrière. Je suis vraiment comblé et puis c'est le moment quand même de raccrocher et puis de passer à autre chose. Amim Baketiam qui souhaite maintenant se concentrer sur le développement de l'athlétisme sénégalais. Et on revient sur le succès de l'équipe de France de football hier soir en demi-finale de l'Euro 2016. La victoire 2-0 sur l'Allemagne et un enseignement. La défense française a tenu et c'est grâce à un homme. Oui, parce que si Antoine Griezmann a attiré tous les regards avec ses 2 buts, Samuel Umtiti a tenu la baraque du côté défensif. Auteur d'un match quasi parfait, le natif de Yaoundé s'est imposé sans bruit au fil de l'Euro dans cette équipe de France. D'abord réserviste, le défenseur qui vient de s'engager avec Barcelone était finalement entré dans les 23 après les forfaits de Raphaël Varane et Mahamadou Sakho. Umtiti, à qui Didier Deschamps accorde désormais une confiance totale alors qu'il n'a que 2 sélections dans les jambes. Le joueur, lui, la joue collectif.
Ouais, que d'émotion et une grosse fierté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour moi et maintenant on va se reposer et préparer pour cette finale. La défense a tenu. Hein. Ouais, la défense, mais je pense que c'est tout le monde puisqu'on a vu les ailiers qui ont fait pas mal de courses. C'est pas que les 4 défenseurs et le gardien. Je pense que tout le monde a bien défendu en partant de devant. Samuel Umtiti, le défenseur français, au micro d'Éric Chorin, le franco-camerounais qui disputera sans doute sa première finale d'une grande compétition internationale dimanche face au Portugal. On va parler maintenant de football africain. À présent, ils ne sont plus que 3 à pouvoir briguer le poste de sélectionneur du Nigeria. Qui succédera à Sunday Oliseh, démissionnaire en février dernier et en conflit avec sa fédération pour des affaires de salaires impayés. La fédération nigériane, la NFF, a annoncé que les successeurs d'Oliseh seront choisis entre Paul Le Guen, 3 fois champion de France avec Lyon et ancien sélectionneur du Cameroun, Tom Saintfiet, le Belge qui a récemment quitté la sélection togolaise, et enfin Salisu Youssouf qui a dirigé les Super Eagles du Nigeria lors des 2 derniers matchs amicaux contre le Mali et le Luxembourg. Antoine, on termine ce journal avec un mot de cyclisme, le Tour de France. 7e étape qui prouve que Dimension Data, la formation sud-africaine, est décidément l'équipe de ce début de Tour de France. 4e victoire d'étape pour la formation, la 2e consécutive après Mark Cavendish au sprint hier. Aujourd'hui, Stephen Cumming s'impose en solitaire dans la première étape pyrénéenne, 162 km entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Cummings parti seul à 27 km du but pour obtenir sa 2e victoire dans un Tour de France après celle de la 14e étape l'an passé. Je crois que c'est la plus belle. Non, vous savez, le Tour c'est forcément spécial. Je suis venu ici et je gagne cette étape. Ma confiance n'a rien à voir avec celle de l'an passé. Mark Cavendish et l'équipe, on est tous dans une excellente forme. Mark a apporté son esprit de gagne, il nous inspire énormément. On était dans la stratégie où l'on avait prévu d'attaquer un jour sur 2 et on l'a un peu modifié. Mark a gagné la veille et moi cette fois-ci. C'est fantastique. Steve Cummings, le Britannique de la formation sud-africaine Dimension Data. Belle journée pour le continent d'ailleurs. Daryl Impey, le Sud-Africain d'Orica, terminant 2e de l'étape du jour. Demain, 8e étape de ce Tour de France 2016, toujours dans les Pyrénées. 183 km de Pau à Bagnères-de-Luchon. Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. Et c'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. À la réalisation, Steve Koss. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Tout de suite, cet appel sur l'actualité, le zapping, le meilleur de vos interventions chez Juan Gomez. Vous écoutez RFI, il est 22h passé de 57 minutes. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous nous avez interpellés sur l'actualité de votre choix et vous avez été nombreux à commenter la qualification des Bleus pour la finale de l'Euro. Quel match exceptionnel de l'équipe de France. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France jouer à ce niveau. Tous les sceptiques qui voyaient l'équipe de France éliminée après avoir joué contre une grande équipe allemande peuvent s'en mordre les doigts. J'aimerais vraiment saluer le coaching de Didier Deschamps. Au début, il ne prend pas Benzema, il ne prend pas Ben Arfa. Le monde entier crie au scandale, mais Didier Deschamps va jouer une finale. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense même que c'est fini pour Benzema parce que l'attaque a montré qu'elle était à la hauteur, les joueurs ont montré qu'ils avaient envie et le groupe me paraît plus sain qu'avec Benzema par exemple ou Ben Arfa. On a constaté en tout cas une belle demi-finale qui a répondu à toutes les attentes. On va dire que la Mannschaft a respecté la tradition, tactiquement bien posée, mentalement fort, mais la Mannschaft a manqué de chance. La France, on a aussi constaté beaucoup de côtés positifs. Didier Deschamps qui a réussi donc le mixage entre anciens et puis nouveaux venus. De Giroud à Payet en passant par Griezmann, on a vu des enfants déterminés et qui avaient vraiment une décision d'en finir avec la Mannschaft championne du monde. Des réactions également après les propos du secrétaire général du parti au pouvoir en RDC. Il n'y aura pas d'élection en 2016. Cette situation inacceptable, puisqu'en 2011, nous avons organisé les élections comme ce n'était pas les derniers mandats du chef de l'État. Mais cette fois-ci, ils ont voulu changer les choses, puisqu'ils savent que c'est les derniers mandats des chefs de l'État. Ils veulent changer en donnant des arguments qui ne tiennent pas debout. Ils parlent des problèmes budgétaires. C'est un problème de volonté politique. Et les élections peuvent bien être organisées à cette date-là s'il y a volonté politique. Au Cameroun, le nouveau code pénal est loin de faire l'unanimité, comme nous l'expliquait cet auditeur. Il y a des infractions qui font pas du tout satisfaction auprès des populations. Vous avez entre autres les articles sur le loyer, parce que désormais il faudrait que ceux qui ne payent pas leur loyer soient punis, ils vont avoir des peines d'emprisonnement. Il y a aussi l'article sur la mendicité. Mais pourquoi est-ce qu'on en veut autant aux pauvres ?
Et lundi, après la finale Portugal-France, nous jouerons les prolongations. Vos commentaires 33 9 693 693 70. Autour de l'Euro, Simon Rosé. Depuis le 10 juin, RFI vous fait vivre le championnat d'Europe de football sur les terrains, mais également partout en France, au milieu des supporters. Tous les jours, jusqu'à la fin de la compétition, Autour de l'Euro vous emmène au cœur de l'événement, à la découverte de ceux qui font et ceux qui vivent la compétition jusqu'au 10 juillet. L'Euro 2016 de football, c'est sur RFI. Autour de l'Euro, tous les jours à 3h10, 11h45 et 22h15 TU sur RFI.